Alors, nous avons avec nous en ligne la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante. Madame Plante, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Madame Plante? Ben, écoutez, aujourd'hui, on a un beau samedi plein de soleil. Alors, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Je vous dirais que ça va quand même bien, étant donné les circonstances. Et vous? Ça va très bien, mais malgré tout, il faut rester confiné pour ne pas se faire confirmer, Madame Plante. Oui, vous avez raison. Quand je dis qu'il fait soleil, ça veut dire on va sur le balcon, on va dans la cour, on va prendre une petite marche. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que là, tout à coup, tout est levé. Là. Il faut continuer à suivre les recommandations de la santé publique. Madame Plante, vous dirigez Montréal à la direction donc de Montréal et Montréal se trouve être une ville à cause de la COVID-19 très à risque, je dirais, n'est-ce pas, puisque c'est à Montréal, au Québec, où on a le plus de cas de COVID-19. Ça vous dit quoi? Est-ce que vous avez une analyse pour comprendre pourquoi? Est-ce qu'il s'agit de la situation démographique de Montréal ou de la situation socio-économique de Montréal? Qu'est-ce qu'on peut comment anticiper qui serait la cause de cette situation? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là. La santé publique, les différents médecins, là, les hypothèses qu'ils émettent, c'est que, entre autres, le fait que la semaine de relâche aussi au Québec, elle a eu lieu, contrairement par exemple à l'Ontario, qui ont mis leurs mesures de confinement, puis la semaine de relâche était après. Donc, il n'y en a pas eu. Et quand on parle de semaine de relâche, souvent, c'est des moments où il y a plus de voyages, où il y a plus de déplacements. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai qu'à Montréal, le fait d'être une ville avec beaucoup de densité, il y a beaucoup de monde. Et donc, ça veut dire que on n'habite pas chacun dans une maison à 1 kilomètre de distance, là. Alors ça, nécessairement, on le voit que dans les grandes villes, le virus sera plus fort. Et finalement, on voit toute la situation dans les CHSLD. Bien sûr que le gouvernement tente d'intervenir de façon efficace et responsable, mais nécessairement des CHSLD, il y en a plus également à Montréal. Donc, tout ça mis ensemble fait que on a plus de cas ici, mais moi, là où je veux quand même avoir une note positive, c'est que je suis très, très impressionnée par la discipline vraiment des Montréalais, des Montréalaises qui, en règle très générale, là, ont suivi les règles de confinement à la lettre là, depuis le début. Mais il faut dire que la municipalité, le gouvernement ont dû prendre des décisions, surtout par rapport à la police, n'est-ce pas, qui devrait intervenir de manière très sérieuse face à des situations de regroupement et tout ça. Et je sais que ce n'est jamais facile pour une administration de prendre de telles décisions. Vous avez raison parce que pour moi, c'est très important que les droits et libertés individuelles soient mises le moins possible à mal lorsqu'il y a des décisions comme celles-là qui doivent être prises pour le bien commun. Alors, vous avez raison, c'est pas facile à jumeler les deux. Heureusement, oui, il y a eu des cas de contravention de la part des policiers, mais ça reste quand même assez marginal quand on compare au nombre, à la quantité de monde qu'il y a à Montréal. Alors ça, pour moi, c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée, mais c'est une bonne chose. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va ouvrir la ville, tranquillement, pas vite, nécessairement, il va y avoir d'autres règles aussi qu'on va devoir mettre en place. Et pour moi, c'est important que les gens se sentent en sécurité dans la ville, dans les rues, dans les parcs. Alors, il va falloir qu'on soit très clair sur les recommandations de santé publique. Madame Plante, le confinement n'a pas été une décision facile parce que on dirait que l'homme est né pour vivre libre, n'est-ce pas? Le déconfinement ne sera pas non plus une décision, bon, ça serait une décision facile, mais comment mettre en application ce déconfinement-là lorsqu'on sait qu'on veut respecter une distanciation sociale et puis dans le métro, ça sera pas possible à toute fin pratique. Pourquoi votre administration ne pense pas à obliger le port de masque à tous les usagers des transports en commun?
Bien, en fait, ce que nous, on dit, c'est qu'il va être fortement recommandé, je pense qu'à Montréal, dans le métro, mais également dans d'autres lieux, au fur et à mesure qu'on va déconfiner, les gens vont porter de plus en plus un masque. Je pense que ça va devenir une nouvelle norme sociale. Mais la raison pour laquelle, de prime abord, je ne suis pas en faveur de l'obligation, c'est que qui dit obligation dit il faut appliquer, il faut s'assurer que les gens le respectent. Et ça veut dire, en fait, ce que moi je veux éviter, c'est que Montréal devienne un État policier. Les policiers ont autre chose à faire que d'être la police du masque. Et je veux pas que les gens commencent à faire la délation, puis qu'on se sente jugé parce qu'on n'a pas nécessairement un masque. Il faut dire aussi que quand on rend quelque chose obligatoire, il faut s'assurer que tout le monde puisse y avoir accès. Pour moi, c'est important. Et présentement, dans les pharmacies, il n'y en a pas. Alors, je pense qu'il faut y aller graduellement, s'assurer que toute la population, quel que soit son statut socio-économique, puisse avoir accès à du matériel sécuritaire. Alors, ça va être fortement recommandé, mais je veux m'éloigner de l'obligation pour éviter qu'il y ait des sanctions financières qui seraient, selon moi, pas applicables. Alors donc c'est très louable, sauf que si le gouvernement du Québec décide, parce qu'on est parti de loin par rapport au port du masque, jusqu'à arriver au moment où on peut admettre que ça peut aider d'une certaine manière. Si le gouvernement du Québec en arrive donc à la décision que le port du masque est obligatoire sur l'ensemble ou l'étendue du territoire du Québec, donc le municipal n'aura pas de choix que de faire appliquer ce règlement-là, non? Absolument, vous avez raison. Depuis le début, comme administration et la Ville de Montréal, on suit les recommandations de la santé publique. Pour moi, ça, c'est très, très important. C'est toujours la santé publique qui est la plus importante dans tout ça. Ceci étant dit, les conversations qu'on a avec le gouvernement du Québec vont dans le même sens que ce que je viens de vous dire. Alors, déjà, le docteur Arruda a annoncé hier que le port du masque serait fortement recommandé. Je pense qu'eux, comme nous, comprennent justement la difficulté d'appliquer une obligation, même légalement. Alors, il faut savoir qu'au Québec, on n'a pas l'habitude de porter un masque. Donc, je pense qu'il faut qu'on y aille de façon graduelle, faire de l'éducation, de la sensibilisation et, encore une fois, s'assurer que tout le monde peut avoir accès à un masque. Peu importe ses revenus, peu importe où il habite en ville, peu importe. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que dans cette crise-là, je me suis toujours assurée qu'il n'y avait personne de laisser derrière. Je ne veux pas que cette crise-là devienne une crise sociale ou humanitaire. Madame Plante, avant d'arriver au déconfinement, il y a des mesures aussi que votre administration a prises par rapport à la population, mais par rapport aux gens d'affaires également. Alors, surtout pour les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises à Montréal par rapport au loyer qu'ils ont à payer. Dites-moi, on a une mesure qu'on dit à ce niveau-là quasiment inapplicable parce que on trouve très peu de gens qui pourraient avoir perdu jusqu'à on dit 75% de leur chiffre d'affaires et ça serait une condition pour bénéficier de cette possibilité-là quand on parle de petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Écoutez, je pense que vous faites référence au programme annoncé par le fédéral de l'aide au loyer, au loyer des commerçants. Écoutez, comme c'est du domaine du fédéral, ce n'est pas moi, bien sûr, qui gère tous les critères, mais ce que je peux dire, c'est que nous, on accompagne les entrepreneurs, les petites entreprises d'ailleurs. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont une entreprise, une boutique, un magasin, n'hésitez pas à appeler au 311 pour avoir la ligne directe pour les entreprises parce qu'on va les accompagner à travers les différents programmes. Il faut savoir que la Ville de Montréal, on n'a pas les ressources financières pour soutenir directement, par exemple, un aide au loyer, mais on peut accompagner les entreprises, les entrepreneurs à travers les programmes provinciaux et fédéraux pour essayer d'avoir quelque chose, une offre complémentaire. Alors, la Ville de Montréal est beaucoup plus en soutien face aux entreprises, mais qui n'hésitent pas à communiquer avec nous via le 311, on va les aider.
Alors, si à ce niveau-là, on ne peut pas aider, mais j'imagine que la ville de Montréal pourra aider par rapport aux taxes que les propriétaires, mais aussi les locataires, parce qu'on sait que ces taxes sont toujours refilées aux locataires, n'est-ce pas, des entreprises, petites entreprises, n'est-ce pas. Qu'est-ce qu'il y en a de ces taxes-là municipales? Oui, alors le compte de taxe municipale, on a décidé de le reporter d'un mois. Donc, le dernier paiement devait être début juin. On le reporte au 2 juillet. Je tiens à dire que ce report d'un mois, quand même, c'est pas rien parce que ça équivaut à peu près à 2 milliards de dollars pour la ville de Montréal. Alors, vous comprendrez que puis le 2 milliards, pour nous, c'est de l'argent liquide, là, l'argent là, pour le roulement. Là, tous ceux qui ont une entreprise vont comprendre de quoi je parle, mais pour pouvoir payer les opérations de la ville. Alors, c'est un effort qu'on fait dans la mesure de notre capacité. Et donc, le 2 juillet sera la date pour le dernier paiement du compte de taxe de Montréal. Alors, on nous dit également que avec la COVID-19, ben, c'est pas seulement un montant de 2 millions ou milliards qu'on va perdre, que la ville va perdre, c'est beaucoup plus que ça en termes de manque à gagner. Est-ce que la ville va s'astreindre à faire un déficit dans ce cas-ci? Est-ce que la ville ou les villes ont la capacité, de par leur statut, d'être en déficit? C'est une bonne question parce que le municipal est le seul palier qui ne peut pas faire de déficit. C'est dans la loi. Alors, nous, on doit avoir un budget équilibré. Et donc, ça veut dire que présentement, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour enlever, mieux équilibrer le budget. Mais ça va nous demander, on fait en même temps des démarches pour aller chercher de l'aide au provincial et au fédéral. Ce que je tiens à dire, c'est que pour nous, ce que je veux éviter à tout prix, c'est qu'il y ait une hausse de taxes parce qu'on sait à quel point pour les Montréalais, c'est déjà difficile en ce moment. Depuis le début que je suis au pouvoir, les taxes ont toujours été à l'inflation et c'est là-dessus qu'on veut miser. Mais on va avoir besoin des autres paliers de gouvernement parce que la ville de Montréal, on s'occupe bien sûr des poubelles, des parcs, on s'occupe des matières recyclables, on s'occupe des routes, on s'occupe de tellement de choses, des services aux citoyens de base. Alors, on va avoir besoin d'aide pour équilibrer notre budget. Est-ce que c'est un engagement ferme à l'effet que même après la COVID, il n'y aura pas une augmentation du compte de taxes? Ben oui, comme je le disais, sur plusieurs tribunes, notre administration a toujours été une augmentation des taxes au niveau du coût de la vie et au niveau de l'inflation, et ça ne va pas changer. On va suivre ça. La seule raison pour laquelle il pourrait y avoir une hausse de taxes, c'est si, par exemple, le gouvernement du Québec nous disait, désolé, on ne pourra pas vous venir en aide parce que présentement, on évalue qu'on va avoir des pertes entre 100 millions jusqu'à 500 millions de dollars dans notre budget. Alors, c'est majeur. Alors, présentement, on fait des coupures pour montrer qu'on est de bonne foi et qu'on veut trouver des raisons d'équilibrer notre budget, mais on ne pourra pas y arriver tout seul. Mais je veux que tout le monde m'entende, ça serait la dernière chose qui serait considérée et je serais très, très fâchée si on en revenait à ça parce que ça voudrait dire que les autres paliers de gouvernement nous auraient un peu abandonné les villes. Je serais très déçue. Madame Plante, il y a un groupe de pression qui a demandé que les élus donnent ou prêchent par l'exemple en consentant une réduction de salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, je pense que de faire des efforts, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'en ce moment, on est en discussion avec les syndicats. On a quand même 28 000 employés dans l'ensemble de la ville de Montréal. Et on essaie de prendre des arrangements, non pas pour réduire les salaires de nos employés, mais plutôt d'éviter pas d'éviter, mais de ne pas avoir d'augmentation. Et pour moi, si je le demande à mes employés, si je le demande aux différents corps d'emploi, c'est tout à fait normal que ça s'applique également à la mairesse. Et quand on sait que c'est pas la mairesse de Montréal qui gagne le plus gros salaire parmi les maires et les mairesses. En fait, c'est assez particulier. Ben oui, vous avez raison que pour l'île de Montréal, c'est moi qui ai le plus gros salaire. Mais assez bizarrement, et moi je suis très confortable avec ça, mais je suis la mairesse qui, malgré que j'ai la plus grosse ville du Québec,
je ne suis pas la mairesse qui a le plus gros salaire parmi les maires et mairesses du Québec. Madame Plante, dites-nous, il y a un autre volet de votre administration qui est très intéressant par rapport à cette problématique vécue à Montréal dans le logement social, dans le logement locatif, et ça c'est tout un problème, n'est-ce pas, lorsqu'on sait que les promoteurs n'entendent pas toujours suivre les règlements de la ville pour aider à trouver une solution à cette problématique-là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire ce déficit qu'on a d'année en année en termes de logements locatifs à Montréal, en termes de logements sociaux? Oui, c'est une excellente question parce que c'est une préoccupation que j'ai depuis le début. Je rappellerai aux auditeurs qu'en arrivant en poste, on a dit qu'on ferait 6 000 logements abordables et 6 000 logements sociaux en 4 ans. Et en 2 ans, on a réussi à faire la moitié. Tout est financé, tout est prêt à partir. Il y en a déjà qui sont en construction. Le problème que l'on a en ce moment est à 2 niveaux. Tout d'abord, faut savoir que pour faire des logements abordables et sociaux, il faut Québec. Et là, ça fait 2 ans de suite qu'il n'y a aucune somme d'argent qui est mise au niveau de la construction de logements abordables et sociaux. Et donc, présentement, avec la COVID, on voit que la crise a exacerbé les problèmes d'habitation. Des gens qui, parfois, arrivaient à joindre les 2 bouts, ben là, ils n'y arrivent plus. Alors, on voit plus de gens dans les refuges de personnes sans-abri. On voit plus de gens dans les banques alimentaires. Moi, ça me dérange beaucoup. Je trouve ça ça m'attriste énormément. Alors, ce que je veux, c'est que la relance économique dont je commence à parler présentement, pour moi, relance économique, c'est aussi une relance sociale. Il faut que les gouvernements saisissent l'opportunité pour qu'on investisse massivement dans l'habitation. Ça crée des jobs, ça crée des toits pour les gens qui en ont besoin. Il faut qu'on puisse penser aux gens les plus vulnérables. Puis les plus vulnérables, des fois, c'est même une famille où les 2 parents travaillent, là. C'est ça dont il est question présentement. Alors moi, je veux saisir l'opportunité, si je peux dire, ou la situation de la COVID, pour pousser les gouvernements à dire, on peut-tu, s'il vous plaît, régler une fois pour toutes, ou en tout cas donner un vrai coup de barre pour qu'il y ait plus de logements abordables à Montréal. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'entendre également avec les promoteurs, parce que les promoteurs menacent littéralement de quitter Montréal et d'aller fonctionner en banlieue? On sait que la banlieue représente toujours une compétition pour la ville de Montréal. Combien de familles qui quittent par année Montréal pour aller en banlieue, surtout les jeunes couples, etc. Donc, comment imposer des règles du bon sens, n'est-ce pas, pour effectivement favoriser l'émergence ou la construction de logements à prix modique, et tout en étant aussi dans le bon sens de ces promoteurs-là, parce que c'est finalement eux qui construisent, non? Bien, écoutez, vous avez raison. Il faut travailler avec les promoteurs immobiliers. Et c'est pour ça que nous, on a un règlement qu'on a mis, qui va être mis en place en janvier 2021, qui va obliger les promoteurs à inclure dans leur projet tout projet, dépendamment du coin de la ville, là. Mais en gros, grosso modo, c'est 20 pour logement abordable, 20 pour logement social et 20 de grands logements, parce qu'on sait que les familles ont de plus en plus de difficultés à trouver des grands logements. Alors, c'est de travailler de concert avec les promoteurs, mais encore une fois que le promoteur a inclus du logement social, la construction du logement social, c'est quand même Québec qui doit le financer. Vous savez, l'habitation est un dossier tellement complexe, mais au final, je pense qu'on a une belle opportunité de montrer qu'à Montréal, on s'occupe de notre monde, on veut des quartiers mixtes. Pour moi, la mixité, c'est social, c'est économique, c'est culturel, c'est ça, Montréal. Mais vous semblez, mairesse, que vous faites abstraction, en fait, de cette difficulté qu'on a, que vous avez, que l'administration a avec ces promoteurs-là, qui n'entendent pas collaborer parce que eux, leur objectif, c'est faire de plus en plus d'argent et
lorsque vous leur imposez certaines conditions qui ne leur sont pas toujours favorables, alors ils grincent des dents et ils font mine de vouloir aller en banlieue, non? Ben, écoutez, si on regarde, c'est sûr qu'avec la COVID, on va regarder tout est en révision, mais le principe demeure le même. Si on regarde le nombre de tours qui se construisent à Montréal en ce moment, surtout dans le centre-ville, moi je suis la mairesse de Ville-Marie également, je vous dirais que l'appétit et l'intérêt des promoteurs pour construire à Montréal est majeur. Montréal, quand je parle de la mixité, là, c'est une force pour eux aussi, parce qu'on a des quartiers vivants à Montréal. On n'est pas une ville comme Vancouver où il y a seulement une catégorie de gens qui peuvent l'habiter et tout le monde habite ailleurs, sinon ceux qui sont moins, par exemple, ceux qui sont moins nantis. Alors, vous savez, la force du règlement qu'on veut faire, c'est que ça va être une obligation. Ils ne pourront pas, les promoteurs ne pourront pas juste dire, ah ben, moi je le fais pas. On va les accompagner, on va trouver des façons de travailler avec eux. Mais au final, je suis convaincue que Montréal va se démarquer à travers le pays, à travers le monde, parce qu'on va être capable de garder plein de gens différents. Moi, je veux pas une ville où il y a juste une catégorie de gens qui peuvent l'habiter. Oui, c'est très juste. Par contre, avec les travaux, personne ne peut être contre la vertu. On veut que la ville soit belle, soit en état, etc. Mais vous avez de ces tronçons, de ces secteurs où il y a de ces travaux et qui durent, ça fait fuir les commerces, n'est-ce pas? Vous avez de ces locaux vides, n'est-ce pas? Locaux commerciaux. Et il y a une proposition à l'effet de comment changer la vocation de ces locaux commerciaux pour éventuellement faire en sorte qu'ils soient des locaux locatifs, habitables. Pourquoi vous n'y allez pas de cette façon-là pour pouvoir donc, comment dirais-je, faire en sorte que nous ayons une ville beaucoup plus conviviale où les gens peuvent habiter dans les logements autrefois commerciaux mais qui sont vidés parce que ces gens-là, ces commerces-là ont dû quitter Montréal. Ben, écoutez, il y a comme plusieurs éléments dans votre question qui est très pertinente. On est en train de faire, là, avant la COVID, mais bientôt, il va y avoir les données qui sont ressorties de la consultation sur l'occupation des locaux commerciaux vacants. Et ce que ça montre, c'est que, les acteurs commerciaux locaux, c'est vraiment important pour le dynamisme d'un quartier. Alors, moi, je ne serais pas nécessairement en faveur qu'on ferme les locaux commerciaux pour qu'ils deviennent habitables. Ceci étant dit, on est en train de regarder comment certaines artères, je vais prendre Saint-Denis par exemple, comment est-ce qu'on pourrait garder le commerce, le local sur vitrine Capignon, sur rue, pardon, au rez-de-chaussée pour du commerce, mais pouvoir faire de l'habitation ou de la location commerciale en haut de ces locales-là pour justement s'assurer qu'il y a une vitalité et un dynamisme, puis une mixité aussi des usages, comme on dit. Donc, je comprends votre point de vue. Il est bon. La seule chose que je pense qu'il faut éviter, c'est que ça soit la même recette partout aussi, parce qu'on a des quartiers qui vivent pas nécessairement les mêmes problématiques au niveau du commercial. Mais clairement, le commerce de détail est en transformation. Le commerce électronique est venu changer toutes nos habitudes et nécessairement, que ce soit ici à Montréal, à travers le pays ou à travers le monde, les artères commerciales ont beaucoup de défis, mais on va essayer d'accompagner le plus possible la transformation du commerce de détail sur eux. Dernier volet, Madame Plante, c'est la question des minorités dans l'administration montréalaise. Est-ce que votre administration est parvenue à faire plus, à intégrer beaucoup plus de gens, parce que Montréal, c'est une ville, je pense que vous êtes bien fiers de diriger une ville multiculturelle, multiethnique. Est-ce que votre administration est parvenue à faire plus que les précédentes par rapport à l'embauche de ces gens de minorités culturelles, minorités ethniques? Oui, c'est une très bonne question. Pour moi, c'était important tout d'abord de montrer ma préoccupation très forte pour une meilleure représentation au sein de mon équipe. Et je parle bien sûr de toute mon équipe politique, de mon cabinet.
Ça, c'est un premier défi que je me suis donné. Et là, je pense que j'arrive tranquillement à réussir à pouvoir montrer, à mettre de l'avant des personnes issues de différentes communautés culturelles qui ont tellement apporté dans le processus décisionnel de la Ville de Montréal. Maintenant, au niveau des élus, bien, il y a des élections qui s'en viennent l'année prochaine, donc ça sera une belle occasion de pouvoir également présenter différents candidates de d'autres issus de différentes, avec de différents horizons. Et sinon, au niveau de l'embauche, je vais pas vous revenir. Laissez-moi, on pourrait s'en parler parce que je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres, mais il y a énormément d'efforts qui ont été mis dans l'embauche. On a fait beaucoup d'efforts aussi au niveau des stages. On peut parler des communautés culturelles, mais je voudrais aussi dire des communautés autochtones qui sont très, très absentes à la Ville de Montréal ou dans les instances en général. Au niveau des forces policières également, on pousse beaucoup, beaucoup pour avoir des programmes qui sont structurants et aussi pour s'assurer que les gens issus des minorités culturelles réussissent à monter dans l'échelle. Parce ce qu'on a réalisé, c'est que souvent les gens stagnaient, si je peux dire. Alors, on essaie de trouver des façons pour encourager et soutenir les personnes issues des communautés culturelles à même la Ville de Montréal, mais également dans les paramunicipales, si je peux dire, là, ou dans les autres instances. Ça peut passer par on pousse beaucoup pour qu'il y ait plus de diversité sur les conseils d'administration où la Ville est demandée à contribuer. Donc, on travaille fort là-dessus, mais c'est pas parfait, mais je suis contente du travail, des avancées qu'on a fait. et on va rester à ça parce que c'était mon avant-dernière. Maintenant, la toute dernière, Madame Plante, par rapport au profilage racial, on sait que tout le monde est sensibilisé à la question. C'est une question qui se pose depuis de nombreuses années, mais on a vu dans les dernières études que la police de Montréal n'est pas parvenue à résoudre ce problème-là. Il y a beaucoup plus de ces gens de communautés ethniques, des Noirs et des Autochtones qui se retrouvent à faire l'objet de profilage racial. Est-ce que la ville de Montréal a un rôle à jouer pour arrêter cette situation-là, faire en sorte que ça cesse, ou est-ce qu'il faut s'en remettre toujours à la structure policière pour résoudre seul ce problème-là? Pour moi, c'est évident que la Ville de Montréal a un pouvoir d'influence et de conseiller auprès du SPVM. J'aimerais juste, pour vous donner un exemple, vous savez, bien que c'est un problème, le profilage racial dont on parle depuis longtemps, quand on est arrivé en poste, on a commencé à discuter avec le SPVM. On a réalisé très rapidement, surtout après la première étude là, qui collectait de l'information sur le profilage, la commission sur le profilage social et racial, qu'on n'avait jamais fait d'études indépendantes pour prendre les données et les analyser. Et je sais que pour des gens qui nous écoutent, peut-être ça a l'air très abstrait, très bureaucratique, mais je pense que pour pouvoir poser des gestes au bon endroit, il faut absolument faire une analyse. Et j'ai demandé à ce que l'analyse soit faite non pas par le SPVM, mais par des chercheurs indépendants. Et les constats qui ont été établis étaient, percutants, là. Et le chef de police de la Ville de Montréal a accepté le diagnostic. Même chose pour moi. Et donc, on est en train, je dis mais bien sûr, on a demandé au SPVM de prendre leurs responsabilités et de mettre en application déjà des façons pour contrer ce qu'on pourrait, le profilage plus général. Alors, pour moi, c'est excusez-moi l'anglicisme, work in progress, mais à laquelle je peux vous assurer que mon administration prend ça très au sérieux. Ce sont de grandes organisations. Ça prend un certain temps seulement de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation pour en arriver à faire des changements culturels ou organisationnels. Mais entre vous et moi, il y a le SPVM et c'est important parce que bien sûr, ils ont un pouvoir, n'est-ce pas, institutionnel. Mais je pense que cet exercice-là doit s'appliquer également à l'ensemble de la société parce que, malheureusement, on le sait, il y a encore beaucoup de différences au niveau, par exemple, de l'employabilité, dépendamment de la couleur de notre peau.
Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, vous nous aviez promis de nous parler, de venir directement à la radio. Entre-temps est arrivée la COVID-19. On a pu faire cette entrevue par téléphone. Je vous en remercie, mais je voudrais que vous prendriez l'obligation de venir directement à la radio une autre fois quand il y aura plus de COVID, parce que la COVID sera derrière nous, n'est-ce pas, à un moment donné, n'est-ce pas, et on aura beaucoup d'autres choses à nous dire, n'est-ce pas? Absolument, ça va faire plaisir. C'est toujours un plaisir d'aller vous voir en studio. Comme ça, on peut se regarder dans le blanc des yeux. Et se dire les vraies affaires. Mais merci beaucoup pour le temps et puis bon samedi à tous les auditeurs, auditrices. Profitez du soleil, mais restez confinés pour ne pas se faire confirmer. Voilà. Merci. Merci. Merci, au revoir.